Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle édition du studio Millennium, un studio que nous organisons aujourd'hui en partenariat avec PEN Belgique, puisque nous partageons ensemble un objectif commun, à savoir la préservation de la liberté d'expression, et j'y reviendrai un peu plus tard. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Henri Rohan Rosenblatt. Henri Rohan qui a écrit le scénario d'un film, un film de fiction qui s'appelle Le chemin du bonheur et qui sortira chez nous le 22 juin. C'est ça. Ok, je ne dis pas trop de bêtises jusqu'à présent. Alors il me tenait vraiment à cœur d'inviter Henri, au-delà de l'admiration et de l'affection que je lui porte, parce que Henri est à mes yeux le témoin vivant de notre histoire collective, une histoire que pour le moment on est peut-être en train de revivre, qu'on préfère parfois occulter ou réinventer, voire même d'annuler, mais aussi parce que c'est un grand monsieur de l'histoire du cinéma, parce qu'il a vraiment une mémoire extraordinaire, presque encyclopédique du cinéma. Alors, ceci étant dit, j'aimerais présenter Henri Rohan Rosenblatt à ceux qui ne le connaîtraient pas encore, notamment peut-être les plus jeunes. Alors Henri, je vais revenir juste sur quelques éléments saillants de ta biographie. Je peux pas m'étendre, je suis déjà en train de parler beaucoup, me semble-t-il. Alors tu as été journaliste à l'INR, ancêtre de la RTBF, grand reporter, éminent critique de cinéma. Tu as été à l'initiative du programme européen Média, et à ce titre, tu as énormément œuvré à la défense et à la promotion du cinéma d'auteur européen, ce que tu continues d'ailleurs toujours à faire, non seulement en tant que membre de l'Union de la critique de cinéma, et membre du conseil d'administration de la Cinémathèque royale de Belgique. On te doit la réalisation de 2 longs métrages avec Gérard Vallée, Chine en 1971 et Moi Tintin, qui a été sélectionné au Festival de Cannes en 1977. Tu es également l'auteur de 2 romans, La vie cachée de Tintin en 2005 et Le cinéma de Saul Birnbaum en 2013. Petit livre absolument magnifique que je vous recommande parce que c'est un véritable kaléidoscope historique mais aussi cinématographique et qui a d'ailleurs évidemment inspiré le film dont on va parler aujourd'hui et qui vient d'ailleurs d'être réédité. Donc je vous le recommande. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, ça va bien. Alors vous trouverez sur internet, sur le site du film, toutes les informations que je n'ai pas eu l'occasion de signaler aujourd'hui. Le site c'est lechemindubonheur.film. Alors avant de découvrir la bande-annonce du film, j'aimerais que l'on revienne sur sa genèse. Et je vous propose de découvrir un extrait du making-of du film. Au fond, j'ai, à un moment donné, encore une fois, pas de manière consciemment délibérée, petit à petit, aspiré des aspects de mon enfance, de ma jeunesse, etc.
Parce que Malines, c'est vraiment, en Belgique, le lieu emblématique de la déportation, parce que tous les juges déportés en Belgique ont transité par cet endroit. Et en plus, effectivement, c'est aussi à cet endroit que, par rapport, évidemment, à la fiction que nous racontons, on a quand même trouvé, les documents, l'information qui corrobore ce qui parfois était flou, parce que tenant uniquement à mes souvenirs et à mon imagination. À partir du moment où j'étais caché, mon seul système d'éducation vient de la bibliothèque communale publique de Saint-Josse, dont cette merveilleuse famille lettrée ramenait des bouquins qu'elle prenait au hasard, puisqu'elle ne pouvait pas dire à la préposée de la bibliothèque. Je viens chercher des livres pour un enfant. Quel enfant? Un enfant caché. Voilà. Donc. Puisque après les tanks, les tanks ont amené quoi? Les films américains. Et il y avait un autre ami qui, lui, vivait toujours dans les lectures, les fictions, etc. Un gars que je connaissais depuis 20 ans qui s'appelle Nicolas Steil. Je ne sais pas qui c'est. Bon, voilà. Et alors, c'est ce Nicolas Steil qui un jour me dit, alors qu'il pense que j'ai cherché à l'entraîner vers le cinéma, c'est moi qui l'ai entraîné, alors. C'est Nicolas Steil qui dit, j'en ferai bien un film. Voilà, une remise en contexte du making-of du film, qui évoque aussi ton enfance finalement, parce que ce film, Le chemin du bonheur, revient sur ton enfance dans un contexte historique, pour le moins traumatisant. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu revenir justement sur ton enfance, parce que ça me semble important. Tu es né à Vienne en 1932, et puis... Effectivement, de parents juifs polonais, une partie de la Pologne faisant partie de l'Empire austro-hongrois à l'époque, et les juifs qui parvenaient à échapper au pogrom, à l'antisémitisme en Pologne, cherchaient, à travers des appuis familiaux, etc., à se réfugier en Autriche, en ne sachant pas qu'ils trouveraient plus tard une forme encore pire d'antisémitisme. Quoi qu'il en soit donc, mes parents se rencontrent à Vienne, et je nais dans cette famille judéo-polonaise. Mon grand-père, Wolf Rosenblatt, parce que mon nom d'origine est Rosenblatt, Rohan ayant été mon pseudonyme d'enfant caché, ma fausse identité lorsque j'étais enfant caché. Donc mon grand-père tient une épicerie de quartier à Vienne. C'est le petit despote familial, toute la famille travaille pour lui. C'est lui qui décide le vendredi ou le samedi quel salaire il va allouer à l'un ou à l'autre. Et donc il a plusieurs enfants, parmi lesquels mon papa, Adolf Rosenblatt. Adolphe, c'est pas mal, non? Oui, c'est comme dans le prénom, le film Le Prénom, il y a des prénoms qui sont parfois évités. Oui. Et donc, 1938, l'Anschluss. L'Anschluss que j'ai vécu à Vienne. Alors là, plus tard, lorsque j'ai lu les légendes que les Autrichiens ont essayé d'instituer comme vérité historique sur l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne, moi j'ai des souvenirs très très précis de l'ambiance enthousiaste.
la ville était constellée de drapeaux nazis. Dans les rues, les gens applaudissaient, chantaient les chants nazis. Dès le premier jour, on s'est mis à démolir des boutiques tenues par des juifs, obliger des vieillards à nettoyer le trottoir avec des brosses à dents. Et je me souviens même de la joyeuse entrée d'Hitler lorsqu'il a fait son discours inaugural à la place des Héros à Vienne. Nous n'étions pas loin de cet endroit-là. Ma maman et moi, nous étions réfugiés dans un grenier. Assez curieusement, c'est un Autrichien membre du parti nazi qui avait prévenu maman. Il a dit attention, ce soir on va casser des juifs et ne vous montrez pas. Et il a accepté donc de nous accueillir dans ce grenier. Et de là-haut, effectivement, je me souviens encore aujourd'hui, j'entendais ces chants patriotiques, les hurlements, les Sieg Heil, Sieg Heil, Deutschland über alles, etc. Inutile de dire que pour le petit garçon que j'étais, même pour l'adulte aussi, aujourd'hui, c'était plutôt traumatisant. Très vite, un mois après l'Anschluss, mon papa a été arrêté. En fait, disons, la déportation massive des Juifs a commencé plus tard, mais il se fait que le jeune frère de mon père était un champion motocycliste, Sam Rosenblatt. Et donc, juif en vue. Et dès le mois d'avril, des agents de la Gestapo débarquent dans l'épicerie de mon grand-père. C'est mon papa, enfin c'est mon papa qui m'a raconté ça plus tard, qui est au comptoir. Donc les gestapistes arrivent, Sam Rosenblatt n'est pas là, il est à l'entraînement, etc. Quand est-ce qu'il revient? Je ne sais pas. Alors les types s'impatientent et disent l'un à l'autre que nous sommes venus pour arrêter un juif, un Jude ist ein Jude, et pour arrêter un Rosenblatt ist ein Rosenblatt. Et donc, mon père, si je peux dire par erreur, a été déporté à Dachau, qui a été le premier camp d'internement. Ce n'était pas encore l'extermination massive, c'était le bagne. Mais c'est suite à ça, donc à l'époque, les juifs détenus pouvaient encore être libérés à condition d'obtenir un visa d'accueil dans un pays étranger, à condition que la famille paye une rançon et à condition que la personne en question quitte immédiatement le territoire autrichien devenu territoire allemand. Ma maman se démène, finit par obtenir du consulat de Grande-Bretagne un visa pour mon père, mais on refuse le visa pour elle et pour moi, qui ne sont pas prioritaires à leurs yeux. Et donc pour me mettre à l'abri, ma mère, plus tard que j'ai compris quel sacrifice c'était de sa part, elle accepte, enfin je suis prioritaire pour monter à bord de ce qu'on a appelé les Kindertransport. Les Kindertransport sont des trains d'enfants qui ont été créés sur l'initiative d'ailleurs de notables juifs anglais qui ont fait pression sur le gouvernement anglais qui était quand même un peu mal à l'aise après les accords de Munich. Après les accords de Munich vient la nuit de cristal, oui, qui est le premier grand pogrom antisémite en Allemagne. Avec une grande manipulation à l'époque d'ailleurs. Exactement. Et donc en quelque sorte en réparation, le gouvernement anglais accepte d'accueillir des enfants juifs de 3 à 15 ans non accompagnés pour un séjour provisoire en Angleterre. Il se fait que moi, finalement, donc, je suis prioritaire, si je veux dire, grâce au statut de mon papa. Et donc, je suis embarqué, mais mon train, lui, est
sa destination est la Belgique. Parce qu'en effet, d'abord, la Belgique avait été très réticente et le gouvernement, à l'époque, avait fait des déclarations qui correspondent bien à ce qu'on a entendu ces dernières années par rapport à l'accueil des réfugiés étrangers. Donc, à quel point on ne pouvait pas, à quel point il fallait respecter les lois, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, sous la pression de l'opinion belge, une partie de la presse belge, le ministre de la Justice de l'époque accepte l'accueil, un peu plus d'un millier d'enfants juifs, et je suis un de ceux-là, et c'est ainsi que j'arrive à Bruxelles en mars 1939. Le sacrifice de la mère était d'autant plus extraordinaire qu'en fait, elle me confiait à des gens inconnus pour être accueilli par des gens inconnus dans un pays qui est inconnu évidemment et dans une langue inconnue de moi. Mais tout était bon pour me mettre à l'abri. Donc en fait, cette femme, et ça aussi, je l'ai mieux compris beaucoup plus tard, elle a sauvé son mari et elle a sauvé son fils. Heureusement, elle a survécu aussi, mais ça c'est une autre histoire. Mais elle a donc survécu en Autriche et puis dans d'autres pays. Oui. Et donc, arrivé en Belgique, je suis accueilli, les enfants sont dispatchés, comme on dit, à la grande synagogue rue de la Régence, et je suis accueilli par une famille, par un couple, David et Fanny Down, ce sont des petits gens, lui est ouvrier maroquinier, ils ont la trentaine d'années, ils n'ont pas d'enfants, et ils acceptent m'accueillir en principe pour quelques semaines. Le contact est évidemment assez compliqué parce qu'ils ne parlent pas l'allemand et moi je ne parle pas le français. On se débrouille un petit peu avec quelques rudiments de yiddish. Et quoi qu'il en soit, les Dorn, en attendant l'arrivée aléatoire de maman, m'inscrivent à l'école. Je vais à l'école primaire à Anderlecht. Et inutile de dire que je suis l'idiot du village. Je suis dans cette classe, je ne comprends pas un mot. Et là aussi, c'est un souvenir assez terrible, c'est qu'effectivement, les enfants me voient en moi un petit boche. Et le plus acharné contre moi, c'est un petit juif allemand, arrivé lui quelques mois auparavant, et qui par la manière dont il se mêle aux autres enfants pour, à la récréation, me taper avec des écharpes, comment dit-on, en vrille, non pas en vrille, enfin tordues, comme ça. Et c'est le plus acharné, c'est une manière pour lui de montrer qu'il est déjà intégré, que lui, il est belge, et moi, je suis boche. Voilà, donc, petit à petit, je m'intègre à la Belgique. À cet âge-là, c'est assez incroyable la manière dont on intègre, je ne sais comment, une langue. Je pars dans des colonies de vacances l'été 39, l'une à Middelkerk, l'autre dans le Brabant wallon, à Cortil-Noirmont, et assez curieusement, enfin, je me débrouille, je parle plutôt bien le français quand je rentre de cette colonie de vacances. Et voilà, ironie, ça aussi c'est intéressant, je trouve, à noter, pas pour mon cas personnel, mais évidemment, l'enfant que je suis a été mis au défi, et quoique à peine arrivé, je deviens un premier de classe, ce qui n'est pas pour plaire à mes conditions. Oui, c'est une sorte de bataille ennemie entre amis, quelque part. Hein, c'est ça qui est un peu drôle. Alors, quand tu parles du sacrifice de ta maman, moi, je sais que j'ai été beaucoup touchée par certains de tes témoignages quand je t'ai entendu à la radio, où j'avais l'impression, évidemment, d'entendre la voix d'un homme de 80 ans et plus, mais aussi, quelque part, l'âme d'un enfant de 8 ans, parce qu'il a fallu longtemps pour que tu te rends compte de ce que tu dis, le sacrifice alors de la maman. Moi, j'ai plus l'impression de considérer qu'en fait, elle a surtout voulu protéger ce qui, à ses yeux, était le plus sacré.
C'est un petit peu, c'est ça la beauté du geste de ta maman, qui a quand même été aussi d'une intelligence remarquable en voyant ce qui était en train de se passer. Alors c'est ce qu'on découvre un petit peu dans le film, mais c'est fait c'est en arrière-fond, hein, parce que tout ce que tu viens de nous dire là au niveau historique est traité par une mise en abîme en fait, hein, c'est un petit peu l'histoire du film, c'est-à-dire que il y a un film dans le film en fait. Alors dans le livre, ce qu'il faut dire, il y a peut-être une différence notable, c'est que tu t'attaches principalement, même il y a beaucoup de fiction, il y a beaucoup d'humour aussi, ça je crois que c'est important de le souligner, mais c'est un petit peu une mémoire factuelle que tu exhumes dans le livre, alors que dans le film, on est beaucoup plus, me semble-t-il, dans une mémoire des affects. Ça c'est ce qui me semble important de souligner. Donc rassurez-vous, c'est pas un film larmoyant, historique ou à thèse, non, ça va bien au-delà de ça. C'est traité avec beaucoup de légèreté, mais la légèreté n'occulte en rien la gravité des événements, des faits, ni la profondeur des sentiments, et ça c'est ce que je trouve assez remarquable dans ce film. Alors j'aimerais revenir un petit peu aussi à la manière dont le scénario s'est mis en place, parce qu'il me semble important de parler des acteurs clés qui ont permis l'avènement de ce film. Et on va faire ça très brièvement si tu le permets. Notamment, j'aimerais qu'on évoque Michel Fessler. Michel Fessler qui est un très grand scénariste, qui a énormément d'ailleurs travaillé dans le secteur de l'engenre du documentaire. On lui doit notamment le scénario de La Marche de l'Empereur, qui a été décoré d'un Oscar, qui a gagné, je crois, une trentaine de prix à travers le monde. On lui doit aussi le scénario de Farinelli, hein, Cocorico, j'ai envie de dire. On parlera après, si tu veux bien, de Nicolas Staël. Alors, ta rencontre avec Michel Fessler était assez incroyable, parce qu'au départ, tu ne voulais pas écrire le scénario. Hein. Non, parce que Nicolas Staël, le producteur, qui par la suite a réalisé lui-même le film, lorsque il m'a proposé d'en faire un film, parce que, assez curieusement, tout en écrivant un roman qui était un hommage au cinéma, et même si probablement mon écriture était un peu dictée par la structure de film que j'aime, j'avais aucune arrière-pensée. Et donc Nicolas lit le roman et dit il faut en faire un film. Il prend option sur les droits et puis il me propose d'écrire le scénario. Et je dis non, Nicolas, je trouve que d'abord, ça fait des années que je vis avec Saül Birnbaum, que nous vivons, ma femme et moi, un ménage à trois avec Saül Birnbaum. D'autre part, je trouve plus intéressant qu'il y ait quelqu'un de plus jeune, qui a à la fois du recul par rapport à cette histoire, et aussi à cette époque, la vision de cette époque par quelqu'un je dirais, de plus contemporain. Bon, d'accord, et donc Nicolas Saint-Clair se met à la recherche d'un scénariste, fait lire le roman à plusieurs scénaristes, et heureuse surprise, Michel Fessler lit le roman, pardon, il est très enthousiaste, il dit « Ah oui, je vois bien, on peut en faire un très beau film, mais moi je ne peux pas écrire ce scénario si je ne collabore pas avec l'auteur, parce qu'à la fois, il y a le roman, et c'est quand même un peu son histoire, etc. » Et donc Nicolas organise un dîner à Paris avec Michel, que je ne connaissais pas personnellement, je connaissais certains de ses scénarios, je tombe sur un homme souriant, d'une gentillesse extraordinaire, très enthousiaste, qui me met tout de suite à l'aise, enfin je ne suis pas devant le grand scénariste qui va scruter le petit romancier belge, et on bavarde de tout et de rien, surtout, de nos vies, de nos amours, de nos échecs. Et Michel parle des siens, et là on se rend compte qu'on a beaucoup d'affinités. Lui, il a vécu, son père était
militaire de carrière. Il a vécu dans des garnisons en Indochine, en Algérie, etc. Avec un père assez militariste. Et lui, il a trouvé refuge dans la lecture, effectivement. Voilà, dans la lecture, tu me tends une perche parce que je sais que tu es un grand passionné de lecture, qu'en fait, avant de te réfugier, si je puis dire, dans le cinéma, tu as énormément lu. Et c'est pourquoi j'ai fait une petite sélection de livres qui me semblent importants. Alors des livres du passé, des livres du présent, mais qui finalement réabordent le passé. Ça, c'était un peu votre passion commune et vous vous êtes rendu compte que c'était quelque chose que vous partagiez ensemble, cet amour de la lecture et puis évidemment du cinéma. Parce que lui travaille dans le documentaire. Et puis bon, il est passé aussi à la fiction, c'est ça, on passe toujours de l'un à l'autre. Nicolas Stel, qui au départ était journaliste. Il était journaliste à Luxembourg, et puis il s'est lancé dans la production, dans une petite société de production. Mais en fait, moi je l'ai connu à l'époque où j'étais un des responsables du programme Média, et on mettait en place différentes structures de soutien au cinéma européen. Et notamment, on avait créé je dirais une ombrelle Euro-M qui était destinée à grouper tous les petits producteurs européens dans un stand unique dans les marchés du film et de faire la promotion dans ce sens-là, etc. Alors que jusqu'alors ils étaient perdus dans les grands halls d'exposition. Et j'avais fait la connaissance de Nicolas à l'époque. Et Nicolas, effectivement, en tant que petit producteur, a participé à des réunions de mise en place de cette structure. Et effectivement, avec l'accord du commissaire européen de l'époque, j'ai proposé à Nicolas de prendre la direction de cette structure. Et effectivement, ils ont fait un travail extraordinaire, puisque en regroupant les producteurs, en leur apportant toute une série de services au niveau de la promotion, oui, en particulier la promotion, des rencontres, en les informant davantage sur le marché européen, etc. Et ils ont fait, je trouve, de l'excellent travail, après quoi, fort de cette expérience, Nicolas est retourné à Luxembourg et a redémarré dans la production et même dans la réalisation, puisque avant Le Chemin du Bonheur, il a fait un film que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant, quoiqu'à l'époque il soit passé malheureusement inaperçu. Ça s'appelle Réfractaire, et effectivement ça raconte cette situation dramatique de jeunes luxembourgeois enrôlés de force dans l'armée allemande, ouais, sous l'occupation allemande, sous l'annexion allemande, dans le cas du Luxembourg, et dont certains se sont réfugiés dans les mines et ont passé des années dans des souterrains pour échapper au service militaire. Donc, on est déjà un peu je dirais, dans la thématique future. Et donc, bon, voilà, c'est comme ça que petit à petit, les liens amicaux se sont tissés entre nous, et puis tout ça, le couple a donné naissance à un petit bébé. Oui, c'est le hasard des rencontres et des belles rencontres. Alors je vous propose de découvrir la bande-annonce de ce film. Dans quel film le personnage se présente en disant « Here's Johnny ». Shining Kubrick. Shining de Kubrick. Bravo, jeune homme. 3 bières pour cette table, mon cher Ed. Ed, regarde, je crois que la femme de ma vie entre dans le restaurant. Et vous, madame, le cinéma, vous en pensez quoi? J'aime ce qu'en dit Godard, le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Est-ce que je peux vous offrir un café? Je sens que nous avons des choses à nous dire. Merci, mais je ne peux pas. Dommage. On a intégré vos dernières remarques et ça y est, on a bouclé notre scénario. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. In ein paar Wochen werden wir uns wiedersehen. Mein Herz, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich es bedauere, dich verlassen zu haben.
Je retrouve chez vous les plats qu'on mangeait là-bas. Les filet fish, les hack de leber, poitrine de bœuf. J'ai appris l'anglais en lisant les sous-titres. Tu fantasmes sur les belles créatures d'Hollywood, j'imagine. Évidemment. Mes parents, c'était pas pratiquant et le restaurant était pas cachère. Et toi, ta famille? J'ai plus du tout envie de parler de cette époque. Elle est coupée? Elle est bonne. On la garde, on enchaîne? Je suis désolée pour le mal que je te fais. Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? Parce que j'avais peur. Voilà, alors il faut signaler aussi quand même que les deux acteurs principaux sont absolument exceptionnels dans ce film, avec un Simon Abkarian au sommet de sa forme, et absolument extraordinaire, qui est d'ailleurs d'origine arménienne, et je présume que quelque part ça a probablement aussi favorisé son incarnation du personnage. Alors, le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Je trouve que la citation est assez belle pour être relevée, parce que justement, dans le travail du documentaire, on essaye de s'attacher, ou se coller le plus près possible au réel. La fiction, évidemment, prend quelques libertés avec la véracité des faits, essaye parfois d'être crédible. Il n'en demeure néanmoins, me semble-t-il, que même dans la fiction, il y a une forme de vérité qui se révèle. C'est un peu aussi la magie de la fiction, des vérités souvent humaines. Alors, moi, ce que j'aimerais bien qu'on discute ensemble maintenant, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous avez commencé à écrire ce scénario, et qui a été abouti au bout de 14 versions, c'est ça ? Vous avez eu un luxe absolument extraordinaire de bien prendre le temps de l'écrire. Quel était l'état d'esprit dans lequel vous avez entamé l'écriture du scénario, et quelles étaient, je veux dire, vos intentions ? Eh bien, d'abord, de mon initiative d'ailleurs, liberté totale vis-à-vis du roman. J'ai souvent trouvé que des films soi-disant fidèles à certains romans sont ratés parce que c'est un autre mode d'expression. Alors dès l'abord, dit à Nicolas et à Michel que la fidélité, j'en ai rien à faire, d'autant plus que je n'ai pas écrit un grand roman classique qui va traverser les siècles. Et ensuite, donc, en considérant que nous avions un matériau historique, un matériau humain, des personnages, des situations, des événements, mais qu'on allait aborder avec liberté en oubliant leur ordonnancement dans le roman, en essayant de trouver entre guillemets une vérité cinématographique, parce que effectivement le cinéma peut être 24 fois par seconde un grand mensonge également, et en même temps en ayant surtout envie de faire passer à travers ce film notre passion commune du cinéma, et un travail de mémoire, mais un travail de mémoire justement qui ne se présente pas d'une manière rebutante ou austère ou, comment dirais-je, religieuse, mais dans le mouvement de la vie, dans le mouvement du cinéma. Donc ça c'était nos lignes de conduite. Et alors Nicolas qui l'a suivi, c'est une grande liberté, mais de temps en temps, tous les 2 mois, on se réunissait avec lui, on faisait le point, et à ce moment-là, il donnait son point de vue, donnait des orientations, souvent très justes et très pertinentes. Et alors, effectivement, à un moment donné, il a posé la question, mais en écrivant ce scénario, quel est votre cinéaste modèle ? Alors on a réfléchi, on a dit, je crois que c'est Michel qui a dit Chaplin,
hein, parce que, pensons notamment au dictateur, parler plaider dans des circonstances absolument dramatiques d'un film drôle. Et moi, après un moment de réflexion, j'ai ajouté Jaco van der Mal. Parce que, effectivement... Ah oui, c'est vrai que j'avais pas songé à cette référence-là. Mais au niveau du chromatisme aussi, ça se ressent, je trouve. Le chromatisme de la mise en abîme fait songer aussi à ça. Oui, vrai. Tout à fait. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des... Le film, finalement, qui est en construction dans ce film, fait une belle part, je veux dire, à l'enfance et évoque les événements à hauteur d'enfant. Et je trouve que il y a beaucoup de belles intentions, je dirais même d'intentions très très nobles dans le film, parce que il y a, je trouve, on y reçoit d'abord une énorme leçon de cinéma qui est pas du tout doctorante, mais qui est bien mise en scène par non seulement à travers les dialogues, mais aussi à travers les décors ou les affiches, j'ai envie de dire, sont quand même des très grands indicateurs par rapport à l'histoire du film. Mais il y a aussi, je trouve, une vertu, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais une vertu pédagogique de transmission et de réconciliation, qui là non plus, effectivement, il y a un travail de mémoire, fait œuvre de mémoire, mais de transmission et de réconciliation au sens le plus large. Je ne vais pas trop en dire. Mais je trouve par exemple très très beau que le personnage de Saul, qui était un personnage pour le moins tourmenté, raconte son histoire à un jeune homme, hein, qui est quelque part son alter ego à l'âge de l'adolescence, et que ce jeune homme se réapproprie son histoire. Avec cet effet miroir qui est absolument magnifique, parce que ce jeune homme comprend Saul, ou l'histoire de Saul, parce que lui-même vient du Chili, où il a fui la dictature de Pinochet. Et donc je trouve que cette réconciliation, c'est la réconciliation d'un homme au plan psychologique du terme aussi, je ne vais pas trop en dire non plus, réconciliation avec l'histoire collective, mais aussi réconciliation, j'ai envie de dire, au niveau de l'espace et du temps, qui nous démontre que ce qui s'est passé à un moment donné de l'histoire, à un endroit, est toujours susceptible de se redérouler, si je puis dire, à un autre endroit, à un autre moment. Et ça, je trouvais que c'était vraiment, pour moi, ça c'est vraiment un élément crucial, et que je trouve qu'au niveau de la pédagogie, là je m'adresse aux enseignants, aux parents, même aux étudiants, notamment au cinéma, parce que ça c'est absolument fabuleux. Et alors évidemment, il y a une vertu curative absolument extraordinaire, c'est le rire. C'est le rire, parce que c'est effectivement une tragicomédie romantique, historique, avec... je veux dire, des tonalités parfois de comédie musicale, mais où il y a aussi énormément d'autodérision par rapport à la problématique, ce qui, je sais, parfois peut choquer certaines susceptibilités, ce qu'on peut comprendre aussi. Hein. Mais l'autodérision est quand même assez présente dans le film, hein, où c'est le critique qui se moque du critique, c'est le réalisateur qui se moque du réalisateur, c'est le producteur qui se moque, enfin, il y a beaucoup d'autodérision aussi dans le film. Oui. Donc voilà. Alors, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Effectivement, moi, ce qui me ravit dans ce que tu dis, c'est le fait effectivement que, en tout cas par rapport à une personne, c'est déjà une victoire, nos intentions sont passées. Bon, ça va alors ça va bien. J'ai plutôt bien compris. Alors je peux espérer effectivement que, enfin, en fait là une parenthèse, le côté effectivement mixte, si je peux dire, du film ne rebute, ou en tout cas fait hésiter les professionnels de la profession, oui, ça on y les distributeurs, tard, ouais. etc. Et donc, et effectivement, moi ce qui m'a ravi, c'est que dans une petite avant-première où il y avait quelques invités, et notamment pas mal
d'ex-enfants cachés, aucun n'a été choqué par le ton. Ouais, par le ton du film. Ouais. C'est réconfortant. C'est réconfortant aussi, ok. Alors j'aimerais qu'on aborde un sujet qu'on a développé dans le cadre de la 14e édition du festival, à savoir la collusion entre les médias et certains groupes financiers, puisque nous avions projeté le film Media Crash, ou Crash Media. Media Crash, je suis désolée, je suis toujours en train de mélanger les deux. On aurait pu appeler ça aussi Media Cash finalement, hein. C'est pour ça que je me trompe un peu. Donc il met en exergue les collusions entre médias et oligarchie française, nous osons quand même le dire. Et j'aimerais qu'on en discute avec toi puisque tu as été journaliste et grand reporter. Maintenant, on va vous montrer un document. Enfin, c'est insupportable! Je veux pas que vous répondiez! C'est plus une émission de débat. Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez! Journaliste du service public, observateur de gauche, élu de gauche, ne vous réjouissez pas. Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est se confronter à un mur de silence et à des gens qui ont peur. Le vrai patron, c'est Bolloré. Tout cela dans un écosystème dont on voit bien qu'il est au service d'une idéologie politique clairement assumée. En l'espace de, allez, on va dire, 5 mois, Europe 1, qui était une radio vraiment indépendante, est devenue une radio dont le contrôle est celui de Bolloré. J'ai trouvé la boîte qui a infiltré l'organisation et on va faire un service personnalisé. Bernard Arnault n'est pas habitué à avoir de la confrontation. Déjà, la police s'était faite acheter pour moi par Bernard Arnault, et maintenant, c'est la justice. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Il faudrait vraiment avoir très peu de caractère pour changer d'avis sur un coup de fil, c'est ridicule. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il peut y avoir une alliance objective entre les intérêts de Cyril Hanouna et les intérêts plus idéologiques de son patron, Vincent Bolloré. Je crois que ça se passe bien, Cyril, entre nous, non ? On va vous expliquer un peu ce qui se passe, là, en fait. Merci. Vraiment, oui, un documentaire d'investigation assez remarquable et courageux. Parce qu'il faut aussi quand même souligner, même si on peut critiquer parfois la presse ou les médias, je dirais plus dans leur ensemble, dans la manière de sélectionner l'information et de la traiter. Il ne faut quand même pas oublier que certains travaillent dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, où ils sont soumis non seulement à une pression temporelle vraiment très très forte, aussi éditoriale, évidemment liée à des impératifs commerciaux. Évidemment, ça c'est qu'une partie du problème et il faudrait bien sûr beaucoup plus de temps pour pouvoir analyser la problématique ou les problématiques peut-être des médias dans son ensemble. Il conviendrait peut-être aussi de nous interroger en tant que citoyen et je dirais même consommateur de médias par rapport à ce que l'on veut, voir, entendre comme information, quitte à être confronté à des vérités qui nous déplaisent. Je crois que c'est aussi cette autocritique à laquelle nous devions procéder. Alors Henri, tu as été grand reporter et tu m'avais dit il y a quelques années de cela, à l'époque, nous travaillons dans de très bonnes conditions. Nous avions le temps de faire notre travail. Or, si tu m'as dit ça à l'époque, c'est que tu avais conscience qu'aujourd'hui, les choses sont quand même diablement différentes. Hein. Oui, mais en fait, moi j'ai travaillé à l'INR, devenu RTBF, à l'ombre d'un très grand patron, Robert Mangernet. Robert Mangernet, qui est un grand musicologue,
à la surprise générale, a été, avec le soutien du Parti socialiste d'ailleurs, nommé administrateur général de la RTB, alors qu'il était, à l'époque de sa nomination, directeur adjoint du secteur musical. Et en fait, ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que c'était un homme qui avait beaucoup réfléchi aux médias, qui avait écrit à ce sujet sur le rôle de la télé, de la presse écrite, etc. etc. Et sous l'impulsion de Vangermet, il a en quelque sorte établi une doctrine, si je peux dire, qui était la notion de l'information dérangeante. Je trouvais qu'effectivement, l'information était là pour interpeller l'auditeur, le téléspectateur, pour le faire réfléchir. Ce qui n'a pas été accueilli avec enthousiasme par les partis politiques dont les représentants constituent le conseil d'administration, et c'est encore le cas aujourd'hui, selon la clé de répartition, dite la clé d'Hunt, les partis sont représentés au conseil d'administration en fonction de leur importance au Parlement. Vangermet a défendu ces journalistes face aux pressions politiques, en particulier il y avait à l'heure actuelle un grand leader libéral, un homme politique de grande envergure, mais qui était assez virulent parce qu'il, pour lui, toute pensée qui déviait un peu était gauchiste, donc je nomme Jean Gaulle. Et donc Vangermet nous a vraiment protégés. Parfois d'ailleurs en nous tapant sur les doigts, parce qu'il fallait sauver la mise par rapport aux pressions qu'il y avait. Mais donc, on avait, comme je dis, plus de temps, on avait une très grande liberté, mais à vrai dire, tous, je pense que inconsciemment, on intègre des limites, on s'autocensure, même dans une télévision publique indépendante comme l'était, peut-être elle est encore aujourd'hui, je ne peux pas parler de la RTB aujourd'hui, je suis un téléspectateur superficiel et lointain, donc je ne peux pas en parler, mais donc à l'époque, et effectivement, il n'y avait pas encore la concurrence de RTL TVI, donc nous étions le seul vecteur, et donc consciemment ou inconsciemment, on se mettait des limites. Moi, je me souviens par exemple d'une émission radio qui s'appelait Le Bruit du Monde, qui était un titre prétentieux pour un magazine de 30 minutes qui passait le samedi en début d'après-midi. Et j'avais un long entretien avec un enseignant français, on était pendant la guerre du Vietnam, et qui lui a vécu des années en Vietnam, a vécu au sein de la population, et elle nous a donné, dans cette interview, évidemment, une toute autre image du rapport de force, et enfin, les motivations de part et d'autre des belligérants. Alors, je me rends très bien compte que pour faire passer ça, je me suis vraiment abstenu, je dirais, de manifester la moindre opinion, la moindre... Constater qu'en fait, les hommes politiques ici se souciaient surtout du journal parlé, du journal télévisé, qu'à la limite, le reste ne les intéresse pas vraiment, que là, effectivement, est-ce qu'on parle assez de nous, est-ce qu'on parle bien de nous, est-ce que pourquoi on a interviewé 3 fois quelqu'un du Parti socialiste et pas quelqu'un du Parti libéral de l'époque, etc. Et donc, il y avait en même temps la stricte observance des règles dites déontologiques de l'époque permettait en même temps
un peu frauduleusement, je dirais, dans d'autres émissions, d'avoir une plus grande liberté de ton. Et par exemple, à l'époque, Michel Goede et Richard Kalisch avaient tous les samedis soirs une émission sur les chansons révolutionnaires qui n'était pas gratinée, etc., mais ça passait parce que effectivement, le reste était respectable. Alors, ce que révèle aussi ce documentaire, c'est quand même le fait qu'il y a une captation évidemment du pouvoir financier sur certains médias, mais aussi avec des enjeux politiques, ici en l'occurrence principalement d'extrême droite, ce qui, moi, me fait penser aussi quand même à ce qui s'est passé sous l'Allemagne nazie, où il y a eu une très grande captation de la presse, hein, avec un conditionnement total, je veux dire, de la population, l'abrutissement des masses. Il y avait aussi, évidemment, on a essayé d'infiltrer les choses via le cinéma. Rappelons-le, hein, il y avait quand même des films qui étaient vraiment, mais absolument monstres, enfin, on peut qualifier de monstrueux. D'ailleurs, Fritz Lang lui-même a refusé de jouer dans cette mauvaise pièce de théâtre lorsque le ministre de la propagande, Goebbels, lui avait proposé de jouer un rôle. Donc il y a vraiment une captation totale. Il y avait aussi ce qu'on appelait à l'époque les jeunesses hitlériennes, où on procédait littéralement à des lavages de cerveau. Alors si on voit par exemple qu'en France, certains médias sont sous la coupe de pouvoirs économico politique, j'ai envie de dire, hein. Ça c'est un petit peu le mélange délétère. On peut aussi observer que chez nous, alors, il n'y a plus de jeunesse où on essaye d'enrôler les gens politiquement, mais les arènes se sont déplacées, notamment sur les réseaux sociaux. Absolument. Et on peut prendre, me semble-t-il, chez nous, parce qu'à un moment donné, il faut un petit peu regarder ce qui se passe chez nous, certains hommes politiques, tous d'ailleurs le font, parfois même avec un certain ridicule, n'ayons pas honte des mots, mais on peut aussi remarquer qu'au niveau des résultats de certaines élections, notamment en Flandre, il y a eu un énorme investissement de certains partis d'extrême droite pour capter la jeunesse avec ce qu'il faut qualifier quand même de propagande éhontée, mais qui est quand même très efficace, avec des résultats qui se sont fait ressentir dans les urnes. Donc je crois qu'on doit être vigilant, je dirais, un petit peu de tous les côtés, parce que quand on met en cause les médias traditionnels, il faut aussi quand même se dire que nos responsables politiques, nos politiciens, nos politicaires, je ne sais pas comment il faut les qualifier, ne se comportent pas toujours de manière éthique sur d'autres médias, me semble-t-il. Donc voilà, j'avais envie de pousser mon petit coup de gueule et ma petite observation. Je suis absolument d'accord, effectivement, cette captation ou ce détournement, je dirais, de l'intelligence ou du bon sens. Par exemple, ce qui m'a fort choqué récemment, c'est anecdotique, mais le fait que le festival de Cannes, je ne peux pas dire que c'est rien qu'une manifestation culturelle, mais quand même un peu une manifestation culturelle, et parmi ses sponsors, le réseau TikTok. Alors, je trouve, c'est pas le fait que ce soit détenu par les Chinois qui me choque particulièrement, mais quand on voit ce qu'émet TikTok, c'est-à-dire des sketchs tout à fait infantiles par des jeunes gens très heureux de montrer leur nombril face à une caméra, c'est vraiment l'abrutissement, c'est vraiment je dirais presque l'anti-cinéma. Alors que Cannes se fasse en partie financé par l'anti-cinéma, tout ça... Oui, j'ai cherché l'erreur, il y a un petit peu de contradiction. Hein. Oui. Cela dit, je veux pas défendre ce réseau social en particulier, mais il y a aussi des jeunes qui sont quand même très imaginatifs, extrêmement créatifs et qui me font beaucoup rire. D'ailleurs, qui sont parfois très très pertinents dans leur analyse de l'actualité et de nos tristes réalités. Alors, je vous le disais, ce studio est organisé avec PEN Belgique et je me permets de vous informer que PEN Belgique est en train
mené une action visant à libérer 2 journalistes marocains actuellement en prison pour avoir essayé d'exercer leur métier. Donc évidemment, je vous invite à les soutenir et à signer cette pétition. C'est un petit geste, mais s'il y a plusieurs petits gestes qui s'assemblent, peut-être qu'on pourra réussir à contribuer à un grand levier pour la liberté d'expression de la presse. Alors, j'aimerais maintenant qu'on passe à un autre sujet, à savoir celui de la justice. Justice, pouvoir et, j'ai envie de dire, éthique, avec 2 films que nous avons projetés dans le cadre de notre 14e édition, 2 films marquants. L'un se passe en Pologne, où évoque une réalité polonaise, et l'autre va plutôt en Irlande, et je dirais avec une collusion entre la justice et le pouvoir britannique. On regarde ça ensemble. Obecnie w Polsce nie ma tygodnia, gdzie by nie toczyło się jakieś postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom. Nie jest ważne, co jest zarzutem. Chodzi o to, żeby prowadzić postępowanie, jak w procesie Kafki. Tak naprawdę chodzi o zastraszenie środowiska sędziowskiego. Zrób tak, jak od ciebie oczekujemy. Pójdź na kompromis, a później kolejny, aż się ześlinisz do końca. Władza chce sterować sędziami. Wydacie wyrok niekorzystny dla rządzących, spotka was kara. Prokuratura wystąpiła o uchylenie mojego immunitetu sędziowskiego. My teraz nie mamy wyboru. Musimy zrobić po prostu wszystko, żeby naszą solidarność utrzymać. W ciągu ostatnich 5 lat wnieśliśmy ponad 20 spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Walczymy za pomocą prawa. Pokazujemy, że wszystko, co ta władza robi z wymiarem sprawiedliwości, jest nielegalne. To jest po prostu moim obowiązkiem, zwłaszcza teraz, kiedy strajk kobiet walczy o prawa obywatelskie, kiedy młodzież wychodzi na ulicę, kiedy obywatele są szykanowani. Każdy Europejczyk ma prawo do niezależnego sądu i po to tutaj jesteśmy. Czy chcemy zlikwidowania trójpodziału władzy i wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej? Nie mogę wam obiecać, że tę bitwę wygramy, ale sędziowie pokażą, że są w stanie wszystko zrobić w obronie konstytucji. A gdyby przyszedł taki moment, że nas zabraknie, to po prostu mówcie swoim dzieciom, że kiedyś były wolne sądy. Sędzia Igor Puleja. It was the 23rd of October. It was a beautiful day. I was out shopping with my daughter. It was a Sunday. Like every family, I suppose, around the world, we sat down to have Sunday dinner. Gunmen broke into the house and shot my husband 14 times. The thing I remember most clearly is the sound of the gunshots. Collusion should never, ever happen. There were hundreds of cases of collusion. There is no evidence yet to show who did it. The British had a special unit to put out propaganda. Army intelligence experts tonight tend to the theory that the explosion could have been caused by an IRA bomb. What we see, it's written, not for PR. We can't find any record of that. You know, you can't read it. It's redacted. What do you do with that? They're not saying it doesn't exist. They're saying they can't find it. So on behalf of the government and the whole country, let me say again to the Finucane family, I am deeply sorry.
I know enough about the Schenkel bomb. I don't need to know any more. All I want is justice, nothing else. I want to know the truth. Deux films sont évidemment bien différents, mais ils ont tous les deux en commun de mettre la défense d'une justice indépendante en exergue, mais traitée de manière, oui, effectivement, différente, comme je viens de le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le premier cas, on a quand même affaire à une dictature totalitaire qui affiche clairement ses intentions et sa volonté de rendre la justice, l'exercice de la justice tout à fait inopérant, puisque effectivement il n'y a plus réellement de séparation de pouvoir, vu qu'il y a ça a été rendu possible par le biais de lois anticonstitutionnelles, complètement contraires aux droits européens et aux droits humains les plus fondamentaux. Mais dans l'autre cas, nous avons quand même affaire à une démocratie qui déploie dans l'ombre des moyens absolument colossaux et tentaculaires pour faire obstruction à la justice, en s'appuyant en plus sur une extraordinaire manipulation des médias. Et ça, je dois dire que c'est un petit peu, tous les deux cas sont assez effrayants, et choisir entre l'un et l'autre, si je puis dire, c'est un peu être confronté à choisir entre la peste et le choléra. Mais il me semblait important de revenir sur ces deux documentaires, et pour nous replonger peut-être un peu dans l'histoire, quitte à faire un parallèle que les historiens jugeront peut-être un tantinet hâtif, je le concède. Mais quand on voit ce qui se passe en Pologne actuellement, Pologne qui a en plus souffert non seulement du stalinisme, mais aussi du nazisme, c'est assez effrayant. Alors pourquoi ça, on peut encore s'interroger. Et puis bon, ce qui se passe quand même en Grande-Bretagne, là, et où finalement on assiste à un remake du procès de Socrate avec le cas de Julian Assange, hein. On peut aussi se poser des questions sur l'indépendance de la justice en la matière. Moi, ça me fait quand même penser à pas mal d'éléments historiques qui ont été instaurés sous le gouvernement nazi, avec d'une part la promulgation des lois de Nuremberg en 1935, hein, donc, et qui ont été faites, je veux dire, de façon plus ou moins démocratique, entre guillemets, il faut quand même l'avouer, c'est ce qu'on se rejoue maintenant. Et d'autre part, la mise en place, souvenons-nous quand même, d'une police, hein, avec 3 branches, sous Hitler, avec ses petits copains, parce qu'il n'était quand même pas seul, aussi utile de le rappeler, avec au niveau de la Kripo, la Gestapo et de la SD. Et finalement, quand on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est un peu le même scénario, les mêmes ingrédients qui se retrouvent, hein, où on essaye d'avoir un pouvoir tentaculaire, mais là, c'est dans l'ombre. Et plus sournois. Et quelque part, c'est ça qui est encore plus agaçant, et je mesure mes mots, ce qui est beaucoup plus sournois. On a l'impression finalement d'arriver à ce que c'est prophétisé, c'est-à-dire une dictature parfaite finalement, où le piège est tellement bien tissé qu'on ne le voit pas, et où on devient, je veux dire, esclave d'un système, esclave de nos servitudes, sans nous en rendre compte finalement. C'est ça qui est un peu, qui me choque. Mais en fait, quand on compare effectivement ces images faits en Grande-Bretagne avec ceux de la Pologne, je dirais qu'on pourrait presque dire que la Pologne ou la Hongrie aujourd'hui, oui, c'est ce qu'on a appelé l'illibéralisme, j'arrive même pas à le prononcer, venait vraiment à son terme. Si vous voulez, ce que certains hommes politiques de droite en Grande-Bretagne ont tenté ou tentent, mais dans des pays comme la Pologne, on est, si j'ose dire, un pas plus loin. Effectivement, avec
la nomination de juges à la botte du gouvernement, étant là pour exécuter les orientations, pour faire prévaloir les orientations politiques du gouvernement, une police qui agit de manière tout à fait libérée de tout contrôle démocratique, etc. Effectivement, ce qui est troublant, c'est de retrouver des choses qu'on a connues en Allemagne, en Autriche, sous une autre forme en Italie ou en Espagne, de les retrouver sous des atours qui se veulent, entre guillemets, démocratiques, en Pologne et en Hongrie, où quand même on constate qu'il y a une imprégnation historique, si j'ose dire. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vais dire, mais des années de communisme, enfin ce qu'on a appelé le communisme, qui est effectivement un détournement extraordinaire de ce qu'est l'idéologie communiste en soi, hein, le communisme tel qu'il a été appliqué en Europe de l'Est. Des années de communisme ont effectivement, dans la mentalité même des gens, créé un terrain favorable à l'acceptation de l'arbitraire. Il y a des générations qui ont vécu sous l'arbitraire, et c'est le cas également en Hongrie. C'est comme si, effectivement, ces mesures totalitaires sont étaient un peu devenues imprégnées normales. dans l'inconscient collectif. Oui, c'est ça. Ça fait un peu écho à ce que Nietzsche soulignait, je crois que c'est dans le Gai Savoir, il disait à partir du moment où on a été un esclave enchaîné, même quand on n'a plus nos chaînes aux pieds, on continue à sentir ou à avoir l'impression que ces chaînes nous tiennent toujours en laisse, si je puis dire. Je cite de mémoire et de façon tout à fait imprécise, mais c'est un peu l'idée. Alors, moi, je veux dire que ma fille m'a fait une réflexion qui m'a assez interpellée, parce que j'ai regardé ton film avec elle pour avoir son regard un peu plus jeune et peut-être un peu critique, avoir des choses que moi je ne vois plus. Et elle m'a dit, maman, je crois que si Hitler revenait, tout le monde aurait envie de le tuer. Et ça m'a quand même interpellée. Bon, ça a déjà été tourné en dérision dans la comédie allemande Erst wieder da. Et je me pose la question par rapport à cette affirmation. Est-ce que finalement, quand on nous a enseigné l'histoire dans nos manuels, est-ce qu'on n'a pas eu trop tendance à personnifier le mal, voire même à le héroïser, si je puis dire, ce qui fait que ça nous a quelque part amené à un peu oublier tout ce qui avait permis l'ascension de ces monstres. Et bon, évidemment, il y a toute la propagande, mais il y a aussi, me semble-t-il, quelque chose qu'on oublie, c'est quand même l'approbation des élites. Parce que quand on regarde un peu l'histoire du nazisme, chose que Hannah Arendt d'ailleurs a amplement dénoncée, c'est qu'il y avait quand même toute une caste d'intellectuels, de gens extrêmement cultivés, qu'on peut considérer comme intelligents, mais qui ont donné leur blanc-seing et qui ont approuvé le nazisme, non seulement les intellectuels, mais également toute une clique de scientifiques. Absolument. Et quelque part, on peut se poser la question de savoir si quand des mouvements comme ça parviennent encore à passer la rampe pseudo-démocratique, j'ai envie de dire, c'est un peu de la responsabilité. Enfin, c'est pas seulement c'est facile de parler de l'abrutissement du peuple ou sa manipulation. Il y a à côté de ça quand même tout un, me semble-t-il, un réseau d'influence qui Exactement, est oui, extrêmement important. il y a des clans, et je trouve très intéressant de suivre les différentes émissions de télévision news en France. Je vois effectivement, il y a un certain nombre d'éditorialistes qu'on retrouve tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et qui sont érigés, on a érigé en experts, et qui effectivement
impose comme ça une vision normative. Enfin, c'est-à-dire que, si je prends le cas de ces programmes auxquels je pense, on discute du Rassemblement national ou de l'autre parti. Ça va de soi, c'est un débat politique et on les met au même plan, au même niveau que des partis avec lesquels on peut être totalement en désaccord, mais qui sont quand même des partis démocratiques qui ne visent pas à prendre le pouvoir absolu, qui ne visent pas à renverser l'État, etc. Et il n'y a plus de frontières. Si je prends le cas de Madame Le Pen, aujourd'hui, Madame Le Pen trône sur les chaînes de télévision, ça va de soi, c'est un courant politique important, donc on doit lui donner la parole. Je ne dis pas qu'on ne doit pas lui donner la parole, mais il y a un contexte, il y a une analyse critique, une distance à avoir. Et effectivement, il y a autour de ça, en France comme partout ailleurs sans doute, des intellectuels bienveillants qui, d'une certaine manière, ils trouvent leurs bénéfices. Je ne parle même pas de bénéfices matériels, mais effectivement, qui publient, qui... Une forme de complicité, c'est ça que tu veux dire? Oui, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors justement, quel est le rôle de la culture? Est-ce que la culture est en crise et quel est le rôle qu'elle peut jouer face à toutes les problématiques que nous venons d'évoquer? Alors j'aimerais qu'on revienne à un film qui moi m'a beaucoup marqué, qui évoque une femme que je trouve assez impressionnante, assez inspirante, qui est la dramaturge israélienne Anat Gov. C'est un film qui s'appelle On This Happy Note. Je trouve que le titre est déjà assez engageant, que l'on doit à Ari Geller et Tamar Tanati, qui ont vraiment réalisé un travail absolument extraordinaire. J'aimerais bien qu'on écoute. Anat Gov משכה אש. היא ענת גוב, היא אשתו של גידי גוב, היא דעתנית, היא פובליציסטית, היא כותבת מאמרים בעיתונות הכתובה, היא מדברת בטלוויזיה, היא מתעסקת גם בבידור וגם בתיאטרון וגם בכתיבה, היא לומדת תורה, היא לא בורה, היא יודעת, היא מסוכנת. היא הותקפה רק בשל הפרשייה של אריאל, שענת הייתה מהמובילות של התנועה של המחאה, לא להציג באריאל. ענת אמרה לי, אני נוסעת איתך לכנסת. עדנה אמרה, את לא נוסעת. היא אמרה, אני כן נוסעת. ענת גוב, בבקשה. אני הייתי רוצה להוריד שתי מילים מהלקסיקון של הדיון הזה. סרבנות, אין, אנחנו לא חיילים, אין פה פקודות. כאן זכותו של אדם לבוא למנהל שלו ולומר לו את דעותיו. חרמות זה בכלל לא בטרמינולוגיה שלנו. אין כאן חרם, אין לנו שום דבר נגד תושבי אריאל. מדובר על לעבור את הקו הירוק. עכשיו, לגבי הדבר השלישי והעקרוני שבגללו חתמנו על המסמך. יכול היום שחקן לבוא למנהל תיאטרון ולהגיד לו, אני לא רוצה להופיע ביום שישי בערב, שזה היום הבידור שבו התיאטראות מלאים, כי אני שומר שבת. הוא לא יפטר אותו, הוא יכבד אותו. זה לא נכון. זה אתה טועה. חברים. זה ממש לשון הרע. זאת אמירה פופוליסטית, אבל לא רוצה לדעת. אבל האם אתם יכולים להבין שיש אנשים שבשבילם זה אותו כאב שגורם לכם חילול שבת? רק תגידו לי אם אתם מקבלים את זה. אוקיי, עכשיו נעבור לכסף. כמה כסף הלך להתנחלויות? זה בניגוד, זה בכיס שלי. אני חושבת שהמדינה מסבסדת ישיבות של ש"ס, היא מסבסדת המון דברים שהם לא לטעמי, ולמרות זאת כספי הולך לשם. אתם לא עושים לנו שום טובה בתקציב התרבות, שיהיה פה ברור. בכל מדינה בעולם מסבסדת התרבות. התרבות תמיד חותרת נגד הממסד, מראה את העוולות, זה התפקיד שלה. Oui, je trouve qu'il y a un passage particulièrement marquant dans l'extrait que l'on vient de découvrir. Savoir que donc Anat Gov est allée à la Knesset, où elle dit une phrase qui m'a beaucoup marquée en disant, écoutez, en tant qu'État, vous avez la responsabilité de financer
la culture, mais vous devez aussi vous attendre à ce que le rôle de la culture, ce soit de jouer les rebelles, et donc effectivement, de déranger l'establishment. Alors ça, j'aimerais bien qu'on en discute un tout petit peu avec toi, Henri. Est-ce que, à ton sens, j'ai envie de dire, nos instances culturelles, nos institutions culturelles, et je ne parle pas de ces petits acteurs, c'est très péjoratif de ma part, d'acteurs moins connus, d'individus qui au contraire, eux, ont beaucoup de créativité. Est-ce que nos institutions culturelles, nos instances culturelles, est-ce qu'elles jouent pleinement leur rôle de rebelles par rapport à l'establishment? Je ne crois pas. Et même si chez d'aucuns, il y a la meilleure volonté du monde, je dirais même les structures administratives, le fonctionnement d'un ministère de la Culture, quelle que puisse être éventuellement la vision, s'il y en a une, je parle d'autres pays que la Belgique à ce moment-là, est entravée par toute une série, effectivement, de contingences, d'obligations de type normatif, de type administratif. Enfin, si on dépense de l'argent, si l'État dépense de l'argent, il doit savoir à quoi ça va servir. Enfin, c'est la mentalité forcément administrative, et par conséquent, justement, la créativité, c'est quelque chose de très difficile à définir. Quel est le projet vraiment porteur? Parce que justement, si le projet est vraiment porteur, c'est souvent parce qu'il est en dehors des normes, en dehors du conformisme, etc. Et c'est donc très, très difficile dans les limites et les contraintes de fonctionnement administratif d'être ouvert je dirais, à l'inspiration, à l'intuition. On dira effectivement, des gens diront oui, mais c'est l'argent public, vous et nous, alors pourquoi on paierait pour permettre à d'aucuns enfin, je mets des guillemets d'ailleurs à ce que je dis, des fantaisies que d'ailleurs peu de gens apprécieront, etc., etc. Donc, je ne sais pas quelle est l'autre solution, mais nos ministres de la Culture ou nos ministres en charge de la Culture sont des élus qui entendent bien, qui essaient d'entendre la voix de leurs électeurs. Et les électeurs dans le monde de la culture sont peu puissants et sont peu nombreux par rapport à, je dirais, à des lobbies qu'il peut y avoir à d'autres secteurs. Et en même temps, parmi ceux-là, il y a parfois des ministres vraiment de très bonne volonté. Il y a eu surtout, et ça je veux le signer, s'il y a le côté très positif du développement du cinéma belge, on le doit, dira-t-on évidemment, au soutien de la culture, de la communauté française, mais derrière ça, il faut ouvrir une porte, et derrière ça, il y a eu pendant des années un fonctionnaire, entre guillemets, d'une classe exceptionnelle, comme on dit un grand commis de l'État, Henri Ingberg, qui était un homme de culture, qui était un homme ouvert à la culture, et qui en même temps étant politique, trouvait les voies, trouvait le langage pour rassurer les ministres de tutelle qui n'étaient pas nécessairement du même bord politique que lui. Et donc, Henri a assuré une sorte de constante pendant des années. Je veux dire qu'il y a eu, en tout cas, encore une fois, je ne parle pas d'aujourd'hui, parce que je ne suis plus du tout dans le coup, je pas, mais il y a eu une vraie politique culturelle dans le domaine du cinéma, avec la mise en place d'ateliers de production, avec la mise en place des écoles de cinéma. Tout ça était très, très prémédité, très construit, donc il y avait une vision, et justement une vision qui ne s'arrêtait pas au contenu. Le contenu, ça, c'est pas notre responsabilité à nous.
enfin, disait un homme comme, à juste titre comme Ingberg, mais c'est de créer les outils, les conditions nécessaires. Et de là, effectivement, ce qui a été une création extraordinaire en Belgique, c'est les ateliers de production. On a permis à de jeunes cinéastes, sortis ou non des écoles, de s'exercer librement, avant de passer, s'ils passaient à la réalisation professionnelle extrêmement coûteuse. Donc j'avoue, tout ça est très compliqué et surtout, je pense que au-delà des défauts de ces ministres, c'est que en réalité, dans ceux qui se sont succédés en Belgique, je peux dire qu'il y a, à part, oui, je vais faire une exception, excuse-moi si je entre un peu dans un terrain politique, j'ai connu, comme président de la commission de sélection, j'ai connu plusieurs ministres de tutelle, et bon, qui étaient des hommes intelligents, qui avaient d'autres qualités, etc. Mais aucun n'avait une vision culturelle, parce qu'il n'y a aucun homme politique qui vise le portefeuille de la culture. Je dis bien le portefeuille de la culture, parce qu'en fait, le poids des ministères se juge au portefeuille ministériel. Le portefeuille ministériel, ça veut dire ce que ça veut dire. Et j'ai connu personnellement deux ministres parachutés à la culture qui m'ont dit oui, c'est pas intéressant, c'est un petit portefeuille. Donc le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui ont une vision, qu'elle soit valable ou pas, mais une vocation culturelle. Il y a eu un exemple, mais elle a été mis très vite au pas, je crois, c'est Richard Miller, qui a été ministre de l'audiovisuel, qui je crois qu'il est au Parti libéral, mais c'est justement quelqu'un qui n'avait pas d'œillère politique et qui avait une vraie passion pour la culture, donc une vision. Oui, voilà. Alors tu me disais que ton film a rencontré quelques difficultés de distribution. Alors la distribution, c'est un peu le fait de trouver sa place dans les salles de cinéma, mais peut-être aussi dans les différents espaces culturels, parce qu'on a quand même la chance en Belgique d'avoir un bouillonnement absolument fabuleux, avec notamment une kyrielle absolument incroyable de centres culturels ou d'associations culturelles. Alors à ton avis, pourquoi ce film, enfin ton film, j'ai envie de dire, a des difficultés à trouver sa place? Est-ce que c'est justement par rapport au fait qu'il y a un mélange des genres? Oui, il y a différents facteurs qui jouent. Il y a d'abord, je dirais, la fragilité et la frilosité du secteur, évidemment, fort atteint par le Covid, les conséquences du Covid, les salles fermées, puis les salles à petite jauge, et enfin le fait, et surtout le fait que pendant ce temps-là, le public s'est accoutumé à voir le cinéma chez soi, Netflix, etc., etc. Donc, ils sont dans une situation très difficile, financièrement très difficile, et donc la tendance est d'aller vers des films qu'on peut classer. Alors, on peut se tromper, ils peuvent se tromper, etc., mais là, c'est une comédie, là, c'est un film dramatique. Le problème enfin, pour certains, je pense, de notre film, c'est qu'il est tout cela un peu à la fois. Oui. Et donc, il est difficile à placer dans un tiroir. Et donc, je ne dis pas que les professionnels sont hostiles, mais ils sont méfiants. Et je vais vous dire franchement, en fait, la sortie à Bruxelles, nous avons une avant-première le 21 juin au cinéma des Galeries à 19h. Et en fait, cette avant-première conditionne la programmation future du film, en tout cas au cinéma des Galeries. C'est le succès ou non de cette avant-première qui va imposer la poursuite de la carrière du film, en tout cas dans ce cinéma-là. C'est un verdict. Oui, donc vous avez compris le message. Il faut vraiment, absolument aller découvrir ce film aux Galeries, assister à son avant-première qui aura lieu le 21 juin. Et je vous recommande particulièrement justement d'aller voir ce film aux Galeries, parce que ça fait partie des Galeries. Le cinéma des Galeries fait partie des décors de ce film, et donc vous aurez l'impression d'être un peu acteur de ce film, même si c'est à titre de
de figurants. Donc vraiment, allez-y, parce que comme vous l'avez compris, cela conditionnera je dirais, la durée de vie de ce film dans les salles. Alors, avant de conclure cette émission, j'aimerais évidemment remercier Henri Rohan qui a vraiment escaladé nos très longs volets d'escalier pour parvenir jusqu'à nous. Merci pour ce moment de partage. Ça valait la peine de faire jusqu'à... La prochaine fois, je suis prêt à monter 2 étages supplémentaires, si c'est pour les entretiens de cet intérêt. Alors, j'aimerais vraiment terminer avec un film qui m'a beaucoup plu et qui en plus a gagné notre Grand Prix et qui est un petit peu d'ailleurs à l'image de ton parcours. C'est un film qui nous invite à créer sans cesse et ce faisant à nous recréer aussi, d'une certaine manière à faire de notre vie avec des petits bouts de ficelle, donc pas avec grand chose, mais en tout cas avec les dons et les talents dont nous sommes tous dotés, une forme d'œuvre d'art, sans avoir la prétention d'en faire un chef-d'œuvre. Alors j'aimerais justement terminer sur ce film qui s'appelle For Your Peace of Mind, Make Your Own Museum. Qué tristeza o qué alegría para ella. Dice que ellos allá donde están se están dando cuenta de todo lo que está pasando. ¿Te lo crees? El que se va. Lo que pasa es que ellos no pueden venir a hablar con uno, ni uno puede hablar con ellos, pero ellos se están dando cuenta de todo lo que pasa, todo lo que se está haciendo. Ellos ven todo. Yo sí lo creo. Ella sabe bien que estamos aquí sentados en la mesita de que ella se sentaba. Se novia. Cómo son las cosas, ¿no? Y cómo se acaba la persona para más nunca. Yo en una pantalla grande, no puede ser. Dios mío.